Bien, on reprend le cours sur les probabilités conditionnelles. Nous avions fait l'introduction, donc je vous invite à la voir si vous ne l'aviez pas vue. Le lien devra apparaître quelque part. Donc dans l'introduction, on a déjà abordé les notions essentielles de ce cours, mais on va maintenant les définir de manière un peu plus formelle. Donc une probabilité conditionnelle, alors on commence par prendre deux événements, A et B, avec la probabilité de A qui est différente de 0. Et on va dire que la probabilité que B se réalise, sachant que A est réalisé, donc la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que auparavant, au préalable, A avait été réalisé. Eh bien, on va la noter P de B sachant A, donc on écrit P de B sachant A, le A ici est en indice, c'est égal à quoi? C'est égal au quotient de la probabilité de l'événement A inter B, donc la probabilité de l'événement A inter B, divisé par la probabilité de l'événement A, donc on comprend pourquoi il devait être différent de 0. Ça, en quelque sorte, on l'avait vu dans notre arbre, puisque, vous rappelez-vous, lorsqu'on faisait la probabilité d'une feuille, ben, c'était P A inter B, c'était égal à P de B sachant A fois P de A. Donc, quelques éléments ici, on dit probabilité de B sachant A, ça on l'a déjà dit, mais il y a une autre notation que vous pouvez voir qui est P de B sachant A, avec ici un slash, une notation que je préfère, mais qui n'est pas celle à adopter, donc on va rester sur celle-là. Et faites très attention de ne pas confondre deux choses qui n'ont rien à voir, qui est P de B sachant A, et celle-là qui est quoi? Celle-là c'est P de A sachant B. C'est vraiment deux probabilités différentes, sauf cas particulier. Bien, donc on va essayer d'appliquer cela à deux exemples qui sont tirés soit du cours de seconde, soit de l'introduction. Premier exemple, on a une urne qui contient 6 boules rouges et 4 boules vertes. Donc l'expérience aléatoire, ça va être choisir successivement et sans remise deux boules. Donc sans remise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que j'ai tiré une boule, je ne la remets pas dans l'urne. On va s'intéresser à l'événement R1, qui est j'ai tiré une boule rouge au premier tirage. L'événement V1, la même chose pour une verte. L'événement R2, j'ai tiré une boule rouge, mais cette fois-ci au deuxième tirage, et la même chose pour V2. Donc on construit notre arbre, on l'a déjà fait pratiquement en introduction. Au premier tirage, on a deux possibilités, R1 et V1. On a combien de possibilités d'avoir R1? 6 boules sur 10, 6 dixièmes. Au deuxième tirage, par contre, on est sans remise. Donc il nous reste combien de boules? Il nous en reste 9. Et dans le cas où on a tiré R1, il reste parmi ces 9 5 boules rouges et 4 boules vertes, ce qui nous donne les probabilités ici d'arriver sur R2 et sur V2. La probabilité de l'issue ici, R1, R2, c'est quoi? Eh bien c'est ça fois ça. Ça fois ça, ça fait 30 90e. Si on simplifie, ça fait 5 15e. Et on peut raisonner de la même manière pour l'ensemble des autres issues. Ok, on avait vu un exemple à peu près similaire en introduction, mais maintenant on va s'intéresser à quelles sont ces probabilités exactement. Eh bien, ici, c'est la probabilité d'arriver sur R1, et il n'y a rien avant. Par contre, à partir de là, c'est la probabilité d'avoir R2, sachant que R1 a été réalisé. Et donc on note P de R2, sachant R1. D'accord? La même chose ici, c'est la probabilité d'avoir V2, sachant que R1 est réalisé. Et de la même manière sur l'ensemble des autres issues. Donc voilà, là, on a les 4 probabilités d'obtenir un événement du deuxième tirage, sachant qu'un des deux événements du premier tirage a été réalisé. On prend un deuxième exemple qui est, on a 30 élèves dans une classe et parmi ces 30 élèves, il y a 16 filles. On sait aussi que parmi les 26 élèves qui ont choisi l'aspect maths, il y a 14 filles. On avait vu cet exemple dans le cours de seconde et on l'avait modélisé avec un tableau. Donc, mais avant tout, il faut se poser dans le vocabulaire. Donc, quelle est l'expérience aléatoire qui va nous intéresser ici? C'est choisir au hasard un élève de la classe. Et je vais avoir deux événements. F qui est fille, c'est-à-dire l'élève choisit une fille. F bar, c'est donc ce n'est pas une fille, donc a priori un garçon. M, c'est l'événement, l'élève a choisi la spécialité maths. Et M bar, événement contraire, l'élève n'a pas choisi la spécialité maths. Bien, donc si je fais mon tableau, ça va me donner ça. Si vous avez du mal, vous pouvez vous reporter au cours de seconde où c'est expliqué. Et là, encore une fois, on va s'intéresser à cette notion de probabilité conditionnelle. Bon, quelle est la probabilité si je prends un élève au hasard, qu'il ait fait maths, sachant que c'est une fille?
La probabilité qu'il ait fait maths, sachant que c'est une fille. Bon. Si c'est une fille, eh ben, ça concerne combien d'élèves? 16 élèves. Et parmi ces 16 élèves, il y en a 14 qui ont choisi la spécialité maths. Donc la probabilité que j'ai fait maths sachant que je suis une fille, ça va être 14 divisé par 16. 14 divisé par 16. Maintenant, si je veux appliquer ma formule, la formule, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait que P de M, pardon, sachant F, c'est P de l'intersection, donc P de F inter M, divisé par P de F. Donc P de F inter M, c'est quoi? P de F inter M, eh bien, c'est 14 sur le nombre d'élèves total. P de F inter M, c'est 14 sur 30. Et P de F, c'est quoi? Eh bien, c'est 16 sur 30. 16 sur 30. Et donc, quand on simplifie, on obtient bien 14 16e. Donc, vous voyez, la formule, ce n'est rien d'autre que la multiplication vue de l'autre côté. Ok, on en fait une autre si je m'intéresse cette fois-ci à la probabilité d'être une fille, sachant que j'ai choisi la spécialité maths. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Là, c'est la probabilité d'être une fille, sachant que j'ai choisi la spécialité maths. Très bien. Donc, la probabilité d'être une fille, sachant que j'ai choisi la spécialité maths, donc si j'ai choisi la spécialité maths, il y en a combien? Il y en a 26. Et parmi ces 26, il y en a combien qui sont des filles? Il y en a 14. Donc c'est 14 26e. Maintenant, si je veux appliquer la formule, eh bien ça va me faire quoi? P de F inter M, et cette fois-ci divisé par P de M. C'est quoi la probabilité d'avoir fait maths? C'est 26 30e. Donc si on applique la formule, ça va nous faire 14 30e sur 26 30e, et qu'on simplifie 14 26e. Voilà l'illustration sur cet exemple. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va s'attacher à l'indépendance d'événements. Donc, c'est quoi l'indépendance d'événements? Donc, on prend deux événements A et B, et on va dire que ces événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'influence pas la probabilité de l'autre. La réalisation d'un événement n'influence pas la probabilité de l'autre événement. Dans ce cas-là, on dit que A et B sont indépendants si, c'est la définition formelle, la probabilité de A inter B égale à P de A fois P de B. Nous, ce qu'on avait vu dans le principe multiplicatif de l'arbre, c'est que P de A inter B, c'était P de A fois P de B sachant A. Mais effectivement, lorsque les événements sont indépendants, en fait, on a cette formule-là. Donc, prouver que des événements sont indépendants, c'est par exemple calculer la probabilité de ça et vérifier que c'est bien égal à la probabilité de ça. Donc, on va voir deux propriétés concernant l'indépendance d'événements. La première, A et B indépendants, c'est équivalent à P de B sachant A égale à P de B. Effectivement, c'est assez logique. Si la réalisation de B ne dépend pas de A, et ben ces deux probabilités sont égales. De manière plus formelle, on peut le démontrer assez facilement. Il suffit de reprendre la définition de l'indépendance, à savoir que P de A inter B égale P de A fois P de B, et de reprendre la définition de la probabilité conditionnelle. Dans ce cas-là, on va trouver que ces deux choses sont égales, et de manière symétrique, on a également P de A sachant B qui est égal à P de A. D'accord? Donc c'est les mêmes probabilités, puisque l'événement ne dépend pas de l'autre. Une autre propriété, c'est de dire que A et B sont indépendants, c'est équivalent à A bar et B indépendants. On peut le démontrer formellement, mais vous avez besoin de la dernière partie du cours sur les probabilités totales. On peut tout simplement dire que si A et B sont indépendants, donc par exemple la réalisation de B ne dépend pas de la réalisation de A, donc forcément la réalisation de B ne dépend pas de la réalisation de A bar. De la même manière, c'est équivalent à A et B bar indépendants et A bar et B bar indépendants. On va essayer, pour finir sur cette partie, d'illustrer la définition et les propriétés de l'indépendance sur deux exemples. Le premier exemple, on a repris l'exemple de la définition de la probabilité conditionnelle. Juste une petite modification, c'est qu'ici la boule verte, on va plus l'appeler V, mais on va l'appeler R bar. Effectivement, si c'est pas rouge, si c'est vert, c'est que c'est pas rouge. Bon, on va s'attacher maintenant à choisir successivement et sans remise de boule. R1, c'est la rouge a été tirée au premier tirage. R2, la rouge a été tirée au deuxième tirage. Et donc R1 bar, ça sera la rouge n'a pas été tirée au premier tirage. Et la même chose pour R2 bar. Donc là, vous le connaissez maintenant, ça donne ça. Et on va se poser la question sur
l'indépendance. On va calculer P de R2. P de R2, c'est quoi? Alors, R2 est là, PR2 c'est ça. Non, ça c'est pas P de R2, ça c'est P de R2, sachant que R1 a été réalisé. Alors comment je pourrais calculer P de R2? Eh bien on peut se rappeler le cours de seconde et dire que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui le composent. Quelles sont les issues qui réalisent R2? Eh bien, il y en a deux, il y a R1, R2 et R1 bar R2. Donc, je peux dire que P de R2, c'est la somme de 5 quinzièmes et 4 quinzièmes, ce qui nous donne 9 quinzièmes. Bien. Maintenant, si je veux voir la première propriété, si je veux observer la première propriété, eh bien, que vaut P de R2 sachant R1? Il vaut 5 neuvièmes. P de R2 sachant R1, il vaut 5 neuvièmes. Et donc, ces deux probabilités-là sont différentes. Et d'après la première propriété sur l'indépendance, on peut conclure que R1 et R2 sont deux événements qui ne sont pas indépendants. C'est des événements dépendants. Bien. On va prendre un deuxième exemple, où cette fois-ci, on va faire un tirage avec remise. Donc, tout reste pareil, c'est juste maintenant, c'est un tirage avec remise. L'arbre, vous le connaissez, ça nous donne ça. Et on va essayer de calculer P de R2. P de R2, ça va être quoi? 9 25e plus 6 25e. Donc soit 15 25e, si on simplifie, 3 cinquièmes. Ok. P de R2 sachant R1, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut 6 dixièmes. Et donc 6 dixièmes et 3 cinquièmes, c'est la même chose. On peut en conclure que R1 et R2 sont deux événements indépendants. Bien. Donc, si on va observer la définition, on voit que si on calcule P de R1 inter R2, c'est bien égal à P de R1 fois P de R2. 9 25e, c'est bien égal à 6 dixièmes, 3 cinquièmes fois 6 dixièmes. Si on veut observer la propriété 2, eh bien on calcule P de R1 bar inter R2, d'une part, et on calcule P de R1 bar, c'est quoi P de R1 bar? P de R1 bar c'est 4 dixièmes, fois P de R2, et on va trouver que c'est bien égal, et ainsi de suite pour les autres formes. Donc voilà, on a terminé sur la partie indépendance. Juste avant de terminer, je voudrais rappeler les règles sur la construction d'un arbre. La somme des probabilités sur un nœud est toujours égale à 1. Donc ici, on a ça plus ça égale à 1. Mais également ici. Donc sur ce nœud-là, on a bien que P de R1, P de R2, pardon, sachant R1, plus P de R2 bar sachant R1 égale à 1. Donc si vous cherchez ça, vous pouvez le déduire à partir de ça. Le deuxième principe sur un arbre, c'est le principe multiplicatif, à savoir que la probabilité d'une feuille, c'est égal au produit des probabilités sur les branches de son chemin. Attention, ici, c'est bien P de R2 sachant R1. Simplement, par simplification, lorsqu'on a deux événements indépendants, eh bien, on ne va pas se casser la tête à mettre ça, on va mettre P de R2. Voilà, on a terminé cette partie sur l'indépendance. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser vos questions et il nous restera la dernière partie sur le partitionnement et les probabilités totales.